Salut à toutes et à tous, le circuit international de triathlon fait escale aujourd'hui à Lausanne, capitale olympique bien sûr, puisque c'est ici que réside le CEO, le comité international olympique. Et aujourd'hui pour le triathlon, eh bien, c'est une date importante dans la saison, puisque vont se dérouler aujourd'hui les championnats du monde de triathlon distance sprint très particulier. Laurent Chopin, bonjour. Bonjour à tous. Alors le sprint, c'est pas compliqué, c'est moitié de distance en natation, en vélo et en course à pied par rapport à la distance olympique, on a l'habitude de voir. Est-ce que ça change également quelque chose dans la préparation pour tous ces athlètes ? Non, c'est la même chose. On est complètement dans le secteur aérobie, donc il n'y a absolument pas de différence. Maintenant, peut-être pour les jeunes, certains jeunes peuvent être en termes de quantité d'entraînement et d'expérience un petit peu plus rapides sur le sprint et peut-être un petit peu moins efficaces sur l'ensemble d'un triathlon olympique. Maintenant, le drafting en vélo nivelle un petit peu tout ça. Et non, les athlètes, c'est un peu comme un coureur de 5000, 10 000 qui aurait les deux valences, c'est absolument la même chose. Alors l'étape suisse va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord la première journée, le sprint pour ces hommes et pour ces dames. Et puis le lendemain, et là c'est une discipline vraiment très particulière, c'est le sprint en relais par équipe. On sait que la France avait terminé 2e l'année dernière. Ils ont encore, ces Français, de très bonnes chances cette année. Et donc dans un premier temps, on va bien sûr se concentrer sur le sprint messieurs. Et là, on a l'impression presque, quand on voit la start list, qu'on va assister à une manche de Grand Prix. Ah, quasiment. En plus, c'est la même distance, donc ça tombe bien. Donc à ceci près, c'est vrai qu'en France, on a l'expérience de cette distance, puisque le Grand Prix se court sur ce type de distance. Alors, pour répondre à la question initiale, la grosse différence, c'est que la densité est encore plus importante, puisque les distances sont plus courtes, donc moins d'écart, donc une nécessité probablement sur la fin de course d'être un petit peu plus rapide, en tout cas dans le dernier hectomètre. Le parcours. Donc parcours de Lausanne qu'on connaît très bien, une boucle en natation, 4 boucles en vélo avec cette bosse à presque 11% sur quasiment 500-600 mètres, capable de faire des différences. Ensuite un circuit assez limpide et 2 boucles à pied complètement plates. C'est un site qui est connu et reconnu dans le monde du triathlon, puisqu'il y a eu des championnats d'Europe, des manches de Coupe du Monde, des championnats du monde en 2006. Donc c'est vraiment un très très bel endroit, natation sans combi, l'eau est quasiment à 24 degrés. Donc vraiment un site parfait et pour le public et pour les athlètes. Et natation dans le lac Léman. Donc pour débuter ce sprint messieurs, c'est la 2e année consécutive que ce sprint fait partie d'un championnat du monde. C'est un championnat du monde. L'année dernière, c'était Jonathan Brownlee, le cadet des frères Brownlee, qui s'était imposé. On a vu Alistair Brownlee est encore là, bien sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre encore une fois à une nette domination des Anglais? Ouais, c'est probable, avec les Français à la sortie de l'eau qui sont très bien placés. On a vu Laurent Vidal tout à l'heure dans la présentation, mais il y a aussi évidemment Davidos, Tony Moulet, Fred Bello, et Vincent Louis, Aurélien Raphaël blessé n'étant pas là. Donc oui, les Français ont une très bonne carte à jouer. Tout à l'heure je parlais de densité, regardez la densité est là. Maintenant vous parliez du petit Brownlee, il sort pas tout juste, mais presque de la catégorie junior, et en junior on court sur ce type de distance. Donc il a peut-être un petit avantage sur son frère qui lui a une plus grande expérience sur la distance olympique. Maintenant on a vu depuis 2 saisons que Jonathan était aussi capable de faire des podiums et de gagner des courses en distance olympique. Mais c'est vrai que l'âge aidant, peut-être qu'en étant un tout petit peu plus jeune, c'est un petit peu mieux. Alors on vit sympa l'endroit quand même. Effectivement. Alors on vit ensemble toute l'année les manches de Grand Prix sur Sport Plus. Ça a été vite le vélo. Que Jonathan effectivement peut bien sûr dominer son frère sur cette distance, alors qu'on arrive déjà à la fin du vélo. Un résumé très rapide pour les hommes et les femmes, vous allez très vite comprendre, puisqu'on va s'attarder notamment sur le sprint, et les hommes qui sont très bien passés, en tout cas les Français. Absolument, Tony Moulet, on a vu tous dans les 15. Ouais. Et la grosse, l'une des différences aussi, on vient de voir passer Tim Donne là, qui a été champion du monde sur ce circuit en 2006. Fred Bello a été champion d'Europe sur ce circuit. La différence aussi, les transitions qui sont essentielles en distance olympique le sont d'autant plus sur distance sprint. Et Javier Gomez et Jonathan Brownlee. Tiens, regardez, Alistair est un petit peu distancé pour l'instant, le cadet qui prend le dessus sur l'aîné, l'Espagnol Javier Gomez, qui a tout de suite essayé d'animer cette début de course à pied. Et regardez, seul
Jonathan Brownlee a su prendre sa foulée. C'est plus difficile en revanche pour Alistair. Donc un sprint pour ce titre mondial entre Jonathan et Javier Gomez. Et regardez, c'est quand il n'y a pas Alistair, eh bien c'est Jonathan Brownlee qui s'impose devant Javier Gomez. Où sont nos Français? On sait que Davidos et Laurent Vidal étaient donc où? On va regarder la ligne droite. Eh bien non, regardez, c'est Alistair Brownlee. Il y aura encore les deux frères sur le même podium et c'est Davidos malheureusement qui a la médaille en chocolat, le Français 4e. C'est quand même une belle place, c'est quand même une très très belle place. Regardez Laurent Vidal qui sprint. Voilà, il a dit que j'ai attaqué au bout de 2 km. Javier était là, j'ai essayé de le suivre dans un premier temps et ensuite je suis arrivé à le dépasser. Mais voilà, c'était très très difficile dans le dernier kilomètre. C'est vraiment une course rapide qui apporte beaucoup de plaisir. Et puis c'est vrai que dans le deuxième tour à pied, Jonathan était très très fort. Et puis seulement Jonathan a réussi à me suivre sur mon départ, puis après il a été beaucoup plus fort. J'étais pas dans un très très bon jour, ces sensations étaient pas trop au rendez-vous. Quand Javier a attaqué, je n'ai pas pu le suivre, seul mon frère a réussi. Et c'était une course difficile. Alistair seulement 3e, peut-être qui paie quand même les efforts. On sait que les Britanniques avaient vraiment coché la date de Londres, la pré-olympique, un an avant les Jeux Olympiques, et certainement que qui paie un petit peu les efforts consentis dans ce début de saison, tout simplement. Oui, peut-être une petite baisse de concentration aussi. C'est difficile de rester à son niveau et à 100% sur l'ensemble d'une saison. Maintenant, 3e, c'est une très très belle place. Il a la satisfaction de voir son frère, même si je ne connais pas la rivalité intrafamiliale, mais il a son frère qui est sur la première marche du podium, donc c'est une bonne chose. Visiblement, ça se passe bien d'après les échos qu'on a, mais on sent tout de même que le grand frère prend le dessus quand même. Le grand frère prend le dessus, pas sportivement parlant, mais humainement, humainement parlant quand même. Alors à noter tout de même, donc on l'a vu, Davidos 4e, Laurent Vidal 6e, Tony Moulet 10e et Vincent Louis 18e et enfin Frédéric Delobre 27e. C'est très difficile pour Fred cette saison. On sait qu'il a eu des petits problèmes de tendon d'Achille, il a du mal quand même à revenir. Fred a été à une préparation perturbée, sur certaines périodes il arrive à bien s'entraîner et puis c'est un petit peu plus compliqué sur d'autres. Voilà, la course au jeu n'est pas finie pour lui. Il a des ressources, donc le garçon est costaud mentalement. Donc il faut quand même le surveiller. Bon, donc voilà, chez les messieurs, c'est fait. Jonathan Brownlee qui conserve donc son titre de champion du monde. On va désormais se concentrer aux dames avec, bien sûr, Helen Jenkins, la Britannique. L'épouvantail, on va dire, en ce moment du circuit international. C'est pas gentil avec elle parce qu'elle est quand même plutôt jolie. Effectivement. Oui, la répartition des victoires est pas mal. C'est vrai qu'Helen Jenkins nous a fait voir à Londres qu'elle était costaud, donc elle est en forme. Barbara Ribeiro a eu une course un petit peu plus difficile, sortie d'eau un peu délicate, elle était dans le deuxième pack en vélo. Et puis il y a des nouvelles venues avec notamment cette Ashley Gentle. Et puis on a vu sur Londres une américaine qui arrive, qui est Gwen Jorgensen, et dont il faudra se méfier. Elle a un passé de nageuse et de coureuse, et ce qui est un petit peu utile dans le triathlon. Alors, la tenante du titre, Lisa Norden, la suédoise, et puis côté français, engagée dans cette course, seulement Amy Charéron et Jessica Harrison. Carole Péon, elle a des problèmes au mollet. On annonce que peut-être sa saison est terminée, donc voilà, on va suivre ça et on verra si Carole sera sur la dernière étape du Grand Prix du côté de la Bolle. Mais ça, bien sûr, c'est d'ici un mois. Pour l'instant, c'est parti pour ces dames et on peut s'attendre une fois de plus à un numéro de la Britannique Lucy Hall. Regardez, c'est parti. Ah oui, très très grosse nageuse, on l'a vu sur les Grands Prix en France. Elle est capable de faire une différence. Maintenant sur le parcours vélo avec cette bosse, ce qui serait intéressant pour elle, c'est de justement pouvoir étirer ce groupe, créer des petites cassures, mais avoir 2-3 athlètes avec elle. Malheureusement, elle a beau essayer de nager et relâcher, elle est vraiment très très forte. Alors regardez, Lucy Hall avait pris avec elle dans ses jambes sa compatriote Helen Jenkins. Helen Jenkins, on sait, est très forte en course à pied. Là, cette fois-ci, elle va tenter quelque chose en vélo puisqu'elle a une bonne vingtaine de secondes d'avance sur le reste du pack. C'est une bonne stratégie peut-être. Voilà, on a vu Jessica là qui part et le groupe dans lequel se situe aussi Amy.
Donc oui, la stratégie peut être intéressante, effectivement. Une stratégie qu'on a vue aussi à Londres où probablement c'est Kerry Lang qui a roulé pour Allen Jenkins. Donc les Anglais qui sont peut-être en train de créer une tactique d'équipe capable d'emmener Allen Jenkins sur la plus haute marche olympique à Londres. Donc ce serait un gros aboutissement. Imaginez, ils ont déjà chez les garçons les deux frères Brownlee et en plus Jenkins. Quand on a des pépites de ce calibre dans son équipe, on peut espérer les 2 médailles d'or. Et si en plus intelligemment on fait une course par équipe chez les filles, ça peut être pas mal. Alors on en reparlera bien sûr tout à l'heure avec le relais, mais effectivement... Enfin, quand je dis course par équipe, c'est pas le relais, c'est stratégie d'équipe pendant la course. Tout à fait. Alors on a vu que Helen Jenkins est restée longtemps en tête sur 3 des 4 tours à vélo. Finalement elle est reprise et c'est un gros paquet d'une 40aine de triathlètes qui entrent dans le parc à vélo. Juste une petite précision, là c'est très important la transition, puisque vélo, course à pied sur 5 km, si on perd 15 secondes c'est très difficile de revenir. Déjà perdre 15 secondes dans une transition, il faut vraiment rater sa transition, mais ne serait-ce que 5 secondes. 5 secondes, 18 à l'heure, c'est 5 mètres par seconde, donc 5 secondes c'est 25 mètres. Et 25 mètres, ça oblige tout de suite à faire l'effort, à se recaler dans le groupe de tête, et c'est très compliqué. 18 à l'heure pour ces dames, on flirte avec les 20 à l'heure pour ces messieurs. Un petit peu plus vite, puisque j'ai vu des temps de 14,25 sur le 5000, donc on est 14,25, on est en 2,54 au kilo, donc un petit peu moins, pardon, ici c'est ça, et on est sur des bases de 20,5. Et là les filles, elles vont partir effectivement sur des bases de 18. Allez, l'emballage final, on est dans les 500 derniers mètres, et Barbara Riveros qui est en train de faire la différence, et Matt Jackson dans sa foulée, l'Australienne, et il va avoir une lutte pour la 3e place entre Andrea Hewitt, Helen Jenkins et Ashley Gentle. Et en tout cas pour le titre, c'est la Chilienne Barbara Riveros, 24 ans, qui va donc remporter son premier titre mondial chez les élites. Victoire de Riveros devant Emma Jackson et Andrea Hewitt. Tiens, c'est un podium Grand Prix. C'est un podium Grand Prix. Barbara Riveros Val-de-Grès, Emma Jackson Parthenay et Andrea Hewitt Poissy. Absolument. Je me suis senti plutôt en forme aujourd'hui, et dans le dernier kilomètre, j'ai senti qu'il fallait faire l'effort, et c'est là où j'ai décidé d'attaquer. J'ai essayé de revenir dans le dernier kilomètre, mais Barbara était vraiment très forte. Et c'est vrai que je suis déjà contente d'être à ce niveau après la course de Londres. C'est vraiment des choses intéressantes. Cette course est vraiment difficile et le rythme est vraiment très élevé sur une distance sprint, et j'ai souffert pendant toute la course. Et donc le classement avec Amy Charéron qui termine 9e et Jessica Harrison qui a abandonné. Elle se sentait pas très bien, Jess, mais on va la retrouver bien sûr sur l'épreuve par équipe, sur le relais que l'on va suivre dans quelques minutes. Pour l'instant, un podium, je vous disais, donc 100% Grand Prix. Et à noter, Jérémy, les deux petites nouvelles du circuit que j'annonçais, donc Gentle et Jorgensen qui font... Vous avez du nez quand même. 5 et 6e, c'est pas trop difficile non plus, en ayant vu Jorgensen la semaine dernière à Londres. C'est vraiment des athlètes à surveiller. Il y a une nouvelle génération vraiment qui est en train d'éclore. Chez les hommes, c'est déjà fait avec les frères Brownlee, Vincent Louis, mais on sent que chez les femmes, c'est en train d'arriver. Regardez, si on prend la moyenne d'âge de ces 8 premières, on est largement à moins de 24, on est aux alentours des 23-24 ans. Helen Jenkins a 27 ans par exemple. C'est la plus vieille. Barbara Riveros 24 ans, Emma Jackson qui termine 2e 20 ans et Andrea Hewitt 29 ans déjà, on l'oublierait presque. Andrea qui a été championne du monde des U23 en 2005, donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu, mais derrière Gentle, Jorgensen sont vraiment beaucoup plus jeunes, Amy Charéron aussi. Donc dans les 10 premières, on a des filles qui flirtent avec la vingtaine d'années. 21 ans pour Amy Charéron, effectivement. Alors, on referme désormais la page individuelle, on va se concentrer sur une discipline peu connue, on peut le dire clairement. C'est le sprint par équipe. Alors c'est une discipline très particulière. C'est-à-dire, c'est pas de la natation, du vélo et de la course? C'est toujours de la natation, du vélo et de la course à pied avec des distances vraiment très courtes. Pour chaque athlète, c'est environ une petite vingtaine de minutes d'effort. Alors les distances tout simplement c'est 300 mètres de natation. Là, 265 exactement.
265, ils sont précis les Suisses. Vous savez, Officiellement, on est en Suisse, Jérémy, donc attention, en précision des Suisses. Effectivement. Et là, nous sommes avec Mélanie Anaheim qui va concourir pour la Suisse. Justement, qui est en train de nous dire que sur des distances de 20 minutes, il faut aller très très vite. On produit beaucoup de lactique. C'est difficile, c'est long comme effort, alors pourtant c'est court. Les Suisses, bien sûr, on s'attarde sur eux puisque c'est eux qui s'étaient imposés l'année dernière les premiers champions du monde de cette discipline du relais par équipe, et donc ils remettent leur titre en jeu à domicile. Mais cette année il va y avoir du beau monde, et notamment ces Britanniques avec les frères Brownlee, avec Helen Jenkins. On s'inquiète beaucoup pour nos petits Français qui avaient terminé deuxième l'année dernière, qui ont une revanche à prendre, mais ils seront là, nos Français, avec Jessica Harrison, Vincent Louis, Michel Héron et Davidos. Et puis il faudra surveiller également des équipes comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie et l'Allemagne. Ici à l'image, on se retrouve tout de suite après la pub. De retour à Lausanne pour les championnats du monde de triathlon distance sprint. On a vu les individuels avec les hommes et les femmes. On va se concentrer désormais sur l'épreuve en relais par équipe avec le parcours qui est sensiblement le même, Laurent. C'est le même, quasiment le même en tout cas, avec une seule boucle en tout cas pour le vélo et pour la course à pied. Et une petite spécificité, on l'explique tout de suite pour la natation. On disait tout à l'heure des distances de 300 mètres, 5 km à vélo et 1500 mètres à pied. Pour le premier relayeur, il y a 500 mètres à parcourir pour éviter une trop grosse bagarre au niveau de la première bouée blanche que l'on voit au fond là-bas. Donc il y aura 500 mètres à faire, 200 mètres de plus. Pour la première relayeuse. Puisque nous sommes sur une fille et un garçon, comme un plan de table, c'est bien pensé. C'est une épreuve qui est vraiment intéressante. On le disait, ça va très très vite, à peine 20 minutes pour chaque triathlète, donc une heure et quart à peu près de course. Et elle pourrait faire son apparition, cette discipline, aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Votre avis, Laurent? Ce serait une bonne chose. Course individuelle sur distance olympique et course très rythmée par équipe sur des distances très courtes, le lendemain ou le surlendemain. Ça peut être intéressant. Une épreuve de plus de triathlon, mais avec cet esprit d'équipe. Le triathlon est caractérisé par son côté individuel, a priori. Même sur les Grands Prix, on a vu que des tactiques d'équipe peuvent se faire, et peut-être même là, on en parlait un petit peu tout à l'heure en vue des Jeux de Londres. Mais là, on a vraiment ce sentiment, le relais, l'équipe, c'est toujours pareil en athlétisme, en natation, dans tous les sports où il y a des relais, en ski de fond, eh bien, il y a une atmosphère différente. Chaque athlète a envie de se surpasser pour son équipe, se transcender. Ceux qui sont les plus forts sur le papier ne sont pas forcément ceux qui vont gagner à l'arrivée. Donc c'est vraiment ce sera un petit plus intéressant et qui pourrait justement passionner le public. Alors ce n'est pas très étonnant de voir que le peloton est groupé. En tout cas, bonne nouvelle, Jessica Harrison, la première relayeuse française, est en tête. Elle est sortie la première de l'eau après donc 500 mètres de natation. Et là, il va falloir très vite enchaîner. On rappelle la composition de l'équipe française avec Jessica Harrison, Vincent Louis, Michel Héron et Davidos. Elle a quand même fière allure cette équipe, sachant que Laurent Vidal n'a pas souhaité participer à la compétition puisqu'il préfère se réserver. On sait qu'il revient de blessure, il ne veut pas trop enchaîner les courses, Laurent. Oui, et puis Vincent Louis et Davidos sont en très très grande forme. Ils nous ont fait voir ça par leurs résultats. Et puis ce sont aussi des vrais triathlètes. Ce que j'entends par vrais triathlètes, c'est des garçons qui sont capables de nager, rouler et courir vite. Ça paraît être une lapalissade, mais quand vous regardez sur le circuit international, notamment sur les Coupes du Monde, et on peut le voir aussi sur certains athlètes de premier plan au ranking mondial qui sont venus courir sur le Grand Prix, des fois le vélo est un petit peu laissé de côté. Et quand les vélos se durcissent, et sur les années précédentes sur le Grand Prix on pouvait le constater, c'est un peu plus compliqué. Et sur un relais, il peut très bien, donc il y a 4 compétiteurs, il peut très bien se trouver à un moment donné qu'on soit isolé et nécessiter de rouler costaud pour rentrer sur un groupe, ou qu'on se retrouve à 2 ou 3 et nécessiter de faire son travail, c'est pas un groupe de 40, nécessiter de faire son travail pour emmener cette échappée au bout. Alors pour l'instant c'est pas très visible sur cette première partie de course, alors qu'André Hewitt nous explique qu'effectivement c'est une course très particulière. Vous le disiez Laurent tout à l'heure, on concourt pour notre pays et non individuellement. Il y a cet esprit d'équipe qui nous pousse à aller au-delà de nos limites. Et donc elle attend beaucoup de cette course, Andrea, et pour l'instant elle est là. C'est la première relayeuse de cette équipe néo-zélandaise, et elle est là, la Pissiacaise, ancienne beauvaisienne que vous connaissez bien donc, Laurent. Et on se retrouve avec
pour l'instant une petite douzaine de filles aux avant-postes. Nos Françaises sont là. Alors on vous prévient, ne vous étonnez pas, parfois vous verrez plusieurs fois l'Allemagne, plusieurs fois l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, puisque les équipes pouvaient aligner plusieurs équipes sur ce relais, mais avec bien sûr une appellation comme France 1, Allemagne 1, Angleterre 2, etc. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, Jérémy, c'est qu'on est à 26 équipes au départ. Ça veut dire que les nations jouent de plus en plus le jeu de ces courses. Avec des nations comme la Corée du Sud, Hong Kong, le Suriname, eh oui. Effectivement, le Mexique bien sûr, on retrouve le Japon, l'Afrique du Sud, la Slovénie, la Croatie, qui n'ont pas forcément de grosses têtes d'affiche sur le circuit international, mais effectivement, le triathlon tend à s'internationaliser, c'est une bonne nouvelle quand même. Et ce qui est intéressant aussi sur ces courses, il y a un vrai... Alors je ne dis pas que c'est le cas, ce n'est pas le cas sur les Coupes du Monde, mais il y a un vrai rôle des coachs dans le choix de l'ordre des relayeurs en fonction des spécificités de chaque et particularités, points forts, points faibles de chaque athlète. Eh bien, on ne met pas la même fille au départ ou en 3e position, on ne met pas le même garçon en 2e ou en 4e position. Donc là, par exemple, apporte du piment. Par exemple, nos Français ont mis Jessica Harrison, sachant qu'il y avait davantage de natation, parce que c'est une meilleure nageuse qu'Amy Charreron. Complètement. C'est la stratégie qui a été mise en place. Et après, la course à pied va faire des différences. Et donc, les filles, au lieu de nager en groupe, vont être amenées à nager pour la plupart quasiment seules ou dans les pieds d'une seule nageuse. Donc ça a son importance. Et donc 1500 mètres autour du port de Lausanne, et là ça va là, ça pique. Très très vite effectivement. Ça picouille un peu à quand même. Peine un peu plus de 4 minutes pour ces messieurs. Pour les femmes, on doit être aux alentours de 4,40, 4,45 pour avaler ces 1500 mètres. On calcule pas, on donne tout et puis on récupère après, après tout. Bah, oui, on peut voir ça comme ça. Mais là on est vraiment sur une distance de course à pied qui est vraiment inhabituelle pour ces athlètes. D'ailleurs regardez, la ventilation des premières filles, elles sont très très hautes en ventilation, c'est des allures sur lesquelles elles ne courent pas d'habitude, ou en tout cas en compétition. Donc c'est un effort très particulier. Alors on a vu Emma Jackson qui doit payer un petit peu ses efforts de la veille, l'Australienne qui est larguée. Et puis, regardez l'expérimenté. C'est très spécifique, mais par exemple Mélanie Anaheim, c'est pas une fille qu'on voit forcément aux avant-postes sur les manches de Coupe du Monde, et elle est là avec Anja Dittmer, expérience de l'Allemande, du haut de ses 36 ans, qui est là. Jessica Harrison est pour l'instant en 4e position, bien qu'elle est derrière Andrea Hendricks. C'est bien. Alors, pour l'instant, on sait que la course ne se gagne pas là. Elle peut éventuellement se perdre, en tout cas, bien sûr, puisque c'est une course par élimination. Et là, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au rôle de chaque équipier. Oula, c'est pas où elle là, Jessica, il n'y a aucune chance qu'elle laisse partir le groupe de tête. Elle sait qu'elle doit donner le relais dans les meilleures conditions, donc on va au bout de son effort. Peut-être que sur une course individuelle, quand on a pris 10-15 mètres, on relâche un petit peu, mais là c'est complètement impossible puisqu'on a une implication d'équipe, et c'est vrai que c'est motivant, et la question ne se pose pas. Alors pour l'Allemagne, c'est parti pour Mike Petzold du côté de l'équipe de France, c'est donc Vincent Louis. Pour la Suisse, Rudy Wild. Et pour la Grande-Bretagne qui vient seulement de partir, et ça c'est une surprise. Ouais, Jody Simpson a été distancé, donc c'est Jonathan Elle est là, regardez, juste là. C'était Brandon, l'américain. Et l'américain, vous l'avez vu sprinter pour essayer, avant de rentrer dans l'eau, de recoller le plus vite possible dans les pieds et être capable de rester dans ce groupe, dans ce pack. Et là, il y a toujours beaucoup d'excitation. Mais quand est-ce qu'il va arriver? Et quand est-ce qu'elle va arriver? Alors donc ceux-là vont faire donc 300 mètres de natation. Ça va très très vite, mais ça peut suffire. Regardez, Félicité Abraham. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est loin. Et on a vraiment des surprises. C'est un petit peu le cas l'année dernière avec les Suisses. Emma Jackson, seulement on le disait, vraiment une course par élimination. Brad Kalfeld qui part loin. Brad Kalfeld qui part à quasiment une minute, plus d'une minute même des leaders. Ça va être compliqué. Difficile, ouais. Sauf si devant ça s'observe en vélo, mais c'est impossible. C'est impossible, et Brad Kalfeld n'est pas le meilleur nageur du lot. Vincent Louis en deuxième relayeur avec un petit écart de 10-15 mètres, 20-25 mètres, on va dire quelques paquets de secondes, est capable de rentrer. Donc lui, c'est tout à fait possible. Maintenant, Brad Kalfeld, ça va être beaucoup plus compliqué. Il aura fallu un nageur énorme. Et là, on a vu, les athlètes sont un petit peu disséminés partout. Et là, on est dans une configuration qui est assez inhabituelle. C'est-à-dire, on court pour soi, on court pour son équipe, mais on court pas dans un paquet.
il va falloir utiliser d'autres stratégies, être costaud dans les 3 disciplines. Et certains nageurs moyens qui d'habitude arrivent à s'accrocher un petit peu au pied de certains, enfin s'accrocher bien sûr entre guillemets, à rester dans les pieds, eh bien ils sont distancés. Et regardez, pour l'instant c'est la très bonne nouvelle du jour, puisque nous avons nos Français qui sont dans le coup. Vincent Louis qui est à côté de Mike Petzold, et donc 2 équipes qui sont parties avec une petite dizaine de secondes d'avance sur un groupe de 4-5 derrière. Là il faut faire l'effort, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Absolument. Pour Vincent. Il ne faut pas hésiter, Petzold est un triathlète complet, il nous l'a déjà démontré. Maintenant derrière c'est vrai que le groupe est plus compact, Brandley est rentré, il avait pris le relais assez loin, il a fait une vingtaine de secondes, vous aviez dit Jérémy, ouais, si j'ai bien entendu. 18 exactement. Voilà, et il est déjà rentré sur le deuxième pack. Maintenant il faut faire l'effort, c'est une certitude, de toute façon c'est 5 km à 40 à l'heure c'est 7 minutes 30, donc là on va être sur ces bases là, et voilà, c'est 10-12 minutes d'effort à suivre, et il n'y a pas de question à se poser. Allez, Vincent Louis qui est voilà, parti. Vincent il attaque, il peut même attaquer tout seul, pourquoi pas. Alors j'ai une petite question à vous poser, on vient de voir justement le français et l'allemand en train de chausser leurs chaussures, puisque c'est plus facile que de chausser autre chose. Effectivement. Est-ce que c'est très judicieux dans ce moment-là, dans cette situation, de chausser les chaussures, étant donné qu'on va perdre du temps peut-être un petit peu Vous voulez dire faire le tour complet, les pieds sur les chaussures, c'est compliqué avec la bosse. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer par exemple des cale-pieds pour gagner du temps au niveau de la deuxième transition avec des chaussures de course à pied? C'est ce qui se fait en duathlon, mais en triathlon ça n'est pas autorisé. Ah, ce n'est pas autorisé. Et oui. Voilà, je voulais votre avis d'expert, et bien voilà. Et en France, nous avions été un peu les précurseurs sur le Grand Prix. Sur une réunion des clubs de D1, on s'était mis d'accord. Et c'est vrai que ça tient aussi de l'image qu'on donne de ce sport à l'extérieur. Et c'est vrai que avec les fameuses pédales, on pouvait mettre les chaussures de course à pied directement dessus. L'image n'était pas forcément la meilleure. Et puis là, il y a un gros souci aussi, c'est que ces pédales étaient étaient très adaptées sur les parcours plats, beaucoup moins dès que ça montait. Et là, cette bosse est suffisamment difficile pour avoir besoin de la rigidité d'une chaussure vélo et de pouvoir emmener le braquet correctement. Enfin, on parle d'une bosse difficile, on l'a vu tout à l'heure, il montait quand même sur le grand plateau, donc finalement c'est peut-être pas si difficile. Ah, mais elle peut faire quand même des écarts. Et regardez là, Vincent Louis et Petzold qui sont bien partis. Et là c'est pareil, qui va faire le travail? On se retrouve dans une configuration d'échappée sur une Coupe du Monde. Et qui va rouler pour qui? Brandley est dans le coup, est-ce qu'on doit rouler pour lui? Les Suisses également avec Rudy Wild, visiblement qui avait fait une course fabuleuse l'année dernière, et qui nous avait surpris justement. Avec Sven Riederer, et effectivement les Suisses qui étaient outsiders et qui s'étaient imposés, eh bien ils sont encore là, ils défendent chèrement leur titre, et puis l'épouvantail pour l'instant britannique avec Jonathan Brandley qui est un petit peu piégé, mais il n'y a pas encore le feu dans la maison britannique, puisque les Français et les Allemands ne sont qu'une petite quinzaine de secondes devant, mais il va falloir quand même faire l'effort, et peut-être que ça va se payer à pied. On le disait tout à l'heure, 1500 mètres c'est les jambes qui brûlent, et donc si on a déjà les jambes qui brûlent avant même de courir, forcément on va le payer sur les 1500 mètres. Ah oui, ça va très, voilà, j'ai des problèmes dans mes superlatifs, ça va énormément piquer, pardon. Et là ils sont en train de regarder, c'est Rudy Wild qui fait l'effort, et il fait l'effort pour Brandley. Je ne sais pas si c'est sublimement judicieux. Il aura dû se retourner, lui demander un relais en tout cas, ou essayer de temporiser, ou peut-être le laisser passer, l'attaquer, puisqu'il est très très costaud sur ce parcours vélo. Il nous l'avait fait voir l'année dernière, et là il emmène Brandley sur un plateau. Pour les Suisses, l'équipe d'Angleterre est clairement la rivale la plus importante. On peut se poser la question si c'était judicieux de mettre Jonathan dans un fauteuil sur cette course, puisque Jonathan va courir plus vite que lui. Il est quasiment le meilleur de tous sur la course à pied. Donc, et on se retrouve donc avec un quatuor en tête, avec Rudy Wild, avec Jonathan Brandley, avec Mike Petzold, et donc avec le Français Vincent Louis. Il a pris ses responsabilités. Oui, c'est bien, il roule devant, il n'a pas peur. Vincent, laisse faire, voilà. Laisse prendre des relais. Il est très costaud en course à pied, il a l'avantage de l'âge. Il a fait des efforts dans la première partie du vélo, puisqu'il a été à l'initiative de cette échappée. Voilà. Souffler avant la transition et être capable d'enchaîner très très vite derrière. Essayer de faire. Regardez les Hollandais. Ouais, mais voilà. Ils sont là. Avec Van Verkel, les Néerlandais qui sont là. La deuxième équipe allemande avec Prochnow qui est là également. Les Allemands qui sont très bien représentés. Oui, effectivement. Ils ont un très très beau réservoir. Mais regardez ce Hollandais qui est bien placé et qui n'est jamais dans les premiers sur les WCS. Donc c'est pour dire que cette course par équipe peut réserver des surprises et a un intérêt
différent de celui. Voilà, Vincent rentré en premier dans la zone de transition, excellent. Regardez Rudy Wild qui a fait l'effort, il est quasiment à bout de souffle, ça va être difficile pour lui dans ce 1500 mètres de résister à Brandley. Il part très vite, habitué de ses courses rapides. Allez Vincent, très bien. Vincent qui est juste devant Jonathan, Rudy Wild en 3e position et Mike Petzol qui semble déjà ça va être compliqué. Dans le dur, effectivement. Ça va être compliqué pour Petzol. Allez, on a mal pour eux, ça doit brûler. C'est terrible et pour l'instant Rudy Wild qui essaie de s'accrocher, mais regardez déjà rien qu'à sa façon de pencher la tête. Mais méfiez-vous avec les Suisses parce que Sven Riederer c'est vrai ça, et il n'est jamais lâché, donc faut faire attention. Effectivement. Bon alors là on sent quand même partir pour un duel entre le Britannique et le Français. Vincent qui est pas mal dans la foulée de Jonathan Brandley, c'est super. Et là, c'est très important dans cette première partie de course, cette première partie de course. Ah oui, c'est vraiment, ça peut être un bon objectif pour moi. Cette course juste après, c'est un test juste après le championnat du monde sprint. Et puis effectivement, si il y a une possibilité d'aller au jeu, ça peut être très motivant pour l'ensemble de l'équipe d'Angleterre. Et alors, n'oublions pas que pour l'Angleterre, juste après, c'est juste Helen Jenkins qui part, et après Alistair Brownlee. Et ils sont déjà aux avant-postes. Alors, imaginez, donc Tim Donne est sur la touche. Tim Donne et Will Clark est sur la touche. Tout à fait. Ah d'accord. Et on les verra tout à l'heure. Et regardez, Petzol qui revient, qui a su gérer. Alors il n'est pas aux avant-postes, il est en 3e position, mais il a su gérer ce départ ultra rapide de Brandley et de Vincent Louis. Et il revient tranquillement en 3e position. Mais là, il va y avoir un écart. Et ça va être intéressant. Il faut qu'Amy arrive à prendre les pieds d'Helen Jenkins. Ça va être un petit peu difficile, mais il faut qu'elle se dépouille dans l'eau. Et ça peut être tout bénef pour cette équipe de France. Allez, on est à la mi-course. Donc le 3e relayeur va s'élancer pour les Britanniques. C'est donc Helen Jenkins. Pour la France, Amy Charéron. Et vous le disiez, Laurent, fort justement. Amy nage moins bien qu'Helen Jenkins. Alors, est-ce que sur 300 mètres, elle peut limiter la casse? Complètement. Oui, mais est-ce qu'elle peut rester dans les pieds? Ça semble difficile. Les Allemands qui sont à une douzaine de secondes. C'est parti donc désormais Balzen. Pour Balzen, oui. Effectivement. Et Nicolas Spirig derrière. Nicolas Spirig pour la Suisse. Alors par contre, nos amis australiens, néo-zélandais, un peu lâchés. Allez, attention Amy. Ah bah ouais, tant qu'à faire, autant lui nager dessus, c'est encore plus facile. C'est peut-être une solution. Balzen et Spirig ensemble. Qui s'est jeté à l'eau, elle n'a pas plongé Nicolas Spirig, elle s'est jetée à l'eau. Et les Hollandais très bien placés. Regardez Nicky Samuels avec l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il manque un petit peu de monde quand même, il n'y a pas Chris Gemmel, il n'y a pas Bevan Docherty. C'est pas tout à fait l'équipe type. Alors en mi-course, on peut déjà tirer des enseignements. Les Australiens ont disparu, les Américains ont disparu. Le Suriname a disparu. Également. Non, je plaisante, c'est très bien qu'il soit là. C'est vrai, les Russes. Les Russes également, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même des très bons athlètes chez les Russes, mais ils sont un petit peu à la rue. Chez les messieurs surtout, chez ces dames, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est plus compliqué, ouais. Et imaginez, normalement les Néerlandais devraient pas tenir la route, mais ils sont là quand même. Comme quoi. Et imaginez, voilà. Donc là, on a l'image de ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, là, on n'est plus dans une configuration Coupe du Monde. Chacun nage pour soi. Là, on est seul face à son effort et on travaille pour une équipe. Donc là, on est dans une situation complètement différente. Et c'est d'où la stratégie du choix des athlètes et du choix de l'ordre des athlètes. Donc là, le coaching a vraiment une importance capitale. Et on a vu Émilie Charéron qui a donc lâché les pieds d'Helen Jenkins et qui est en train de se faire reprendre. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle par la Suissesse et par l'Allemande? C'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça elles vont être à 3 contre 1. Donc c'est pas un gros souci, 300 mètres il ne va pas y avoir des écarts énormes. Donc travailler à 3 contre Helen Jenkins, ça peut être intéressant, même si on a vu qu'Helen Jenkins, ça va être des fourmis dans les jambes en vélo. Donc à voir si elle décide de partir toute seule ou si elle attend, elle temporise. Et normalement Amy dans ce trio, alors pour l'instant c'est juste un duo qui est en train, qui est normalement la meilleure en course à pied, alors qu'on voit c'est l'Allemande me semble-t-il qui s'est trompée totalement de direction. On l'a vu partir un petit peu trop à l'extérieur. Zigzag un petit peu.
Et oui, c'est différent de nager dans les pieds puis après d'être obligé de faire sa propre trajectoire. Voilà, exactement. Voilà, parce il y a que plein non de choses seulement qui il y a l'effort, mais il y a aussi la trajectoire. Complètement. Il faut se montrer intelligent. On n'est pas juste, en tout cas lucide, on n'est pas juste dans les pieds et on suit un groupe en se disant bon bah si le groupe y va, de toute façon je suis dedans donc il n'y a pas de problème. Là on retourne à des valeurs triathlétiques qui sont celles qu'on connaissait il y a très longtemps mon cher Jérémy, mais vous n'étiez pas né encore. Ça c'est vous qui le dites. Allez, en tout cas Ellen Jenkins qui est sortie 7, 8, elle a une petite dizaine de secondes d'avance sur Amy Chariron qui est avec l'Allemande Balzen. Voilà. Donc, et c'est donc la Suissesse Et Nicolas Nicolas Spirig qui pas a loin. lâché le... C'est pas grave, elle est très costaud en vélo, ça peut être intéressant de prendre sa roue quand elle va passer. Oui, alors ça, d'ailleurs, Wenzel aussi est très forte. Elle va souffrir notre Amy là, en vélo, mais bon, normalement elle doit pouvoir ça. Elle est costaud, il y a 5 km, elle est capable de se transcender, c'est pas un gros souci. Là, l'inconnue elle est là, voilà. Que va faire Ellen Jenkins? Elle a plutôt intérêt à rouler, hein. Elle a fait l'écart, regardez, en plus elle a fait visiblement une bonne transition, donc c'est parti pour une petite vingtaine de secondes d'avance, il faut y aller. Si j'étais à sa place, ouais. Je crois que oui, Jérémy, je crois que oui, j'attaquerai. Non, il n'y a pas de question à se poser, c'est sûr. 5 km, ça va très vite, vous le disiez tout à l'heure en plus. Eh oui, mais tout va très vite. Hein. Oui, en course à pied, c'est normalement la meilleure. Effectivement, l'anglaise n'a pas trop à réfléchir. Alors, est-ce que justement celle qui prend la décision, c'est les entraîneurs qui sont sur le bord de la route et qui lui disent exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire? C'est toujours l'athlète qui a le dernier mot, c'est lui qui décide. Maintenant, en fonction des écarts, normalement dans ce genre de course, on l'a vécu il y a quelques années sur le Grand Prix, c'est les scénarios sont montés et les décisions sont prises par les coachs avec les athlètes en briefing. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais. Et en fonction de l'écart, on décide de ce qu'on va faire. Il y a un scénario en fonction de l'écart. Là, s'ils ont jugé que sur deux athlètes, 10 secondes c'était suffisant, ils ont pu lui demander de rouler. Et elle a entendu l'écart, elle se dit il faut que j'y aille, c'est pas un souci. Et elle y va visiblement, regardez l'écart. C'est clair. Oula oui, alors là, elle a fait quand même le trou, la Jenkins. Oh, on est elles sont 3, mais ça roule pas là. Regardez. C'est Amy qui est devant, effectivement, avec la Suissesse et l'Allemande dans sa roue, mais oui, ça roule pas. Et on a vu au contraire qu'Ellen Jenkins, elle, elle calculait pas. Ah, je suis un petit peu étonné de la stratégie de Nicolas Spirig qui attend peut-être la bosse pour enchaîner, mais et elle a sans doute un petit peu puisé dans ses réserves en natation. Regardez, la ventilation est haute. Il faut peut-être qu'elle récupère de cet effort de 300 mètres puisqu'elle s'est fait sortir par Balzen et qu'elle n'est pas rentrée sur Amy. Maintenant, elle attend peut-être cette bosse en se disant qu'Ellen Jenkins est inatteignable et qu'elle va donner le relais au 4e Suisse dans de bonnes conditions. Allez, on va vite être fixé. Le virage à gauche et on a la bosse, donc effectivement, on va vite être fixé. Et pour l'instant, Ellen Jenkins, elle est déjà dans cette bosse. Regardez, on est à mi-parcours à peu près. Il reste 2 km 500, donc sur les 5 km à vélo. Je sentais que vous alliez dire elle ne peut avoir peur que de son ombre. Non. Et c'eût été fort judicieux. Je me serais pas. Je sais. Vous êtes très fort pour cela. Et justement, je vous la laissais. Elle était trop facile. Je n'ai pas osé la faire. Allez, plus sérieusement, Ellen Jenkins, elle. Elle est seule devant, le trio derrière, et donc la Britannique a réussi visiblement à conserver sa petite quinzaine ou vingtaine de secondes d'avance sur le trio. Là, ça va être difficile, même impossible d'aller la chercher. Amy est en bonne situation avec Balzen et Spirig. Attention, la transition a été en 3e position, la Française. Allez, Amy, elle est costaud à pied, et vous savez que les Français sont encore en course pour défendre leur médaille d'argent. Allez, Amy, c'est parti. Clairement, à ce moment-là, il n'y a plus que 4 équipes. Regardez, il n'y a plus personne derrière, donc il y aura forcément. Donc on a quasiment le podium. Enfin, il n'est pas connu le podium, mais et ils sont 4 pour 3 places. Ils sont 4 pour 3 places, effectivement. Espérons qu'on n'aura pas la place du... Vous avez compris. Ouais, je suis toujours un petit peu sceptique par cette fameuse place du... Je vous ai compris. C'est quand même une bonne place, 4. Il y a certaines situations, effectivement, le podium vous échappe. Mais il y a quand même, en fonction des courses, en fonction des situations de course, la place de 4e. Ah, Tim Don. Ah, le bon Tim, il est là, regardez. Il a encouragé, il a poussé Ellen Jenkins. Il a été champion du monde sur ce parcours en 2006. Dans une course magnifique. Ça nous rajeunit pas, mon bon Jérémy. Ça ne vous rajeunit pas. Où est passé Amy? Spirig est devant Balzen. Amy un petit peu décroché. Tim Don avait même terminé 2e l'année dernière. Focus.
Mike Peisel monte sur le vélo avant la ligne. Exactement un demi-centimètre près. Alors je sais, vous n'aimez pas forcément ça. Non, c'est énervant. Mais c'est les règlements. Bien sûr, il faut des règlements, bien sûr. Et donc l'Allemagne va prendre une pénalité. Mais il l'a pas fait. Non, il ne l'a pas encore fait pour l'instant. Alors je voulais justement Laurent expliquer. Oui. Donc on est bien d'accord, c'est le dernier relayeur qui va effectuer la pénalité. Quasiment dans la ligne d'arrivée, il y a une penalty box, comme ça s'appelle. Il va prendre sa pénalité là en patientant avec la ligne d'arrivée à vue. 15 secondes, il faut préciser la durée, c'est important. Quand on voit les écarts très courts, ça peut vraiment ça peut changer une place décider, là, ça ou faire descendre du podium. Oui, on est bien d'accord. Et le dernier relayeur qui lui n'est pas coupable. Alors en tout cas, la donc à un moment donné, Amy, elle est dans le dur. Tout ça, on pensait que c'était la meilleure en course à pied. Finalement, la française. Alors, est-ce qu'elle paie ses efforts de la veille? On sait que elle a quand même tout donné sur le sprint pour enchaîner 24 heures après avec une autre course. Et on sait l'intensité sur ces 1500 mètres. Hélène Jenkins, elle aussi. Regardez, finalement, l'écart est pas si important. Non, elle a maintenu son écart. Elle a perdu un petit peu à pied, même visiblement, et elle lance. Ouais, mais elle lance Alistair Brownlee. Donc finalement, on est presque pas trop inquiet pour les Britanniques. On va quand même à se concentrer parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet puisque c'est le dernier relayeur et que Sven, voilà les lunettes. Il n'avait pas mis ses lunettes. Et Stefan Justus et Davidos. Stefan Justus, vice-champion du monde. Sven Riederer, médaillé de bronze à Athènes en 2004. Et donc Davidos qui est aujourd'hui certainement le meilleur français. Avec Laurent, mais c'est vrai qu'il fait une très... Si on se fie au résultat de Londres. Tout à fait, il fait même sur l'ensemble de la saison. C'est celui qui est le mieux classé en tout cas au classement ITU. D'ailleurs, petite précision, ce relais va donc donner des points en fonction des résultats et ces points sont comptabilisés pour le classement ITU. Et on le rappelle, à la fin de la saison, le classement ITU détermine le champion du monde. Alors bien sûr, on va revenir encore, il pourrait y avoir plus visible. Mais oui, je vais pas faire mon rabat-joie, mais faisons simple. Si on veut pouvoir communiquer vis-à-vis de l'extérieur, il faut qu'on soit lisible. Alors le monde du triathlon comprend, mais ce qui est intéressant, c'est que le monde des sponsors, qui ne connaît pas le triathlon, le public qui amène les images et qui amène les sponsors, soit capable de comprendre notre sport. Et il y a un risque aussi que parfois une équipe, un athlète ou soit pénalisé, soit championne du monde, championne du monde sans avoir gagné une manche. Et pour l'instant, c'est Barbara Riveros qui est en tête alors qu'elle ne s'est pas imposée une seule fois cette saison sur une WCS. C'est la possibilité. C'est le paradoxe. Complètement sur ce type de saison où pas tous, mais la plupart des résultats aussi. La plupart des résultats comptent. C'est si les Suisses se font des croche-pieds entre eux. Voilà, des belles images avec le passage de relais. Je te tape dans la main, à toi de faire le boulot maintenant. Team 5. Deuxième équipe britannique. C'est aussi la possibilité de faire courir les jeunes et de les tester. Si, justement, les Britanniques, en 2006, parce que je remonte tout le temps à cette époque-là, mais les Britanniques avaient été champions du monde chez les garçons juniors, moins de 23 et seniors. Donc vous voyez que la réserve, et c'est cette génération-là qui commence à arriver, puisque c'était Will Clark qui avait été champion du monde des moins de 23 et Tim Dunn en senior. Et David qui est rentré, voilà, belle partie natation de David. Voilà, c'est intéressant. Avec Stefan Justus et Sven Riederer. Juste pour fermer la parenthèse sur notre débat, on fait des championnats du monde sprint sur une journée, pourquoi ne pas le faire sur la distance olympique? Voilà, on referme la page, c'est ce qu'on faisait avant finalement, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ces différentes étapes. L'ITU a décidé, tant mieux. En tout cas, pour l'instant, on a eu des beaux champions du monde, on n'a pas à se plaindre. Allez, on se reconcentre sur cette dernière partie de course. C'est parti pour le vélo avec les Britanniques. David, il faut rester là. Et Alistair Brownlee qui a 11 secondes d'avance sur Davidos, le français, sur Sven Riederer, le suisse, et sur Stefan Justus, l'allemand. Oula, voilà, c'est difficile pour Justus d'enclencher là. Au départ, et derrière on retrouve les Néerlandais avec la deuxième équipe allemande. Mais c'est à toujours à 1 minute, donc voilà, on est toujours sur le même profil, à ceci près qu'on a une information supplémentaire. C'est pas pour casser le suspense, mais là nous sommes 3 pour 2 places sur le podium, puisque la première, a priori, ça va être compliqué. Et il ne faut pas oublier quelque chose, parce que c'est très important, on le rappelle encore une fois, Stefan Justus va devoir, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, s'arrêter pendant 15 secondes et après repartir. Donc si jamais il a fait un écart ou si jamais il était à la lutte avec d'autres triathlètes, eh bien il va devoir s'arrêter quoi qu'il arrive. S'il décide de continuer, c'est son équipe qui sera pénalisée et ça va forcément, on se rend compte là, ils sont ensemble, donc ça va forcément. Le gars est en route pour une médaille, il va falloir qu'il s'arrête à 100 mètres de la ligne d'arrivée.
C'est Mike Petzold qui a fait l'erreur. C'est lui qui assume la pénalité et Stefan Justus se bat pour sa place. Voilà, c'est tout. Regardez, les Australiens sont très loin, à quasiment 2 minutes en 7e position. Mais oui, mais on est sur une configuration différente. C'est parti devant, voilà, l'émulation. On est sur la tête de course, on se bat pour une équipe, donc les écarts se créent. Voilà. Allez, Alistair, on sait qu'il est fort en course à pied, mais en vélo il est pas mal. On l'a vu lors de l'étape de Londres, là, la pré-olympique, il y a 3 semaines, lorsqu'il était parti en vélo avant derrière de dérouler presque en course à pied. Et de faire le 3e temps. Hein. Et de faire le 3e temps en course à pied. Ouais, en finissant, en checkant les mains de tous les spectateurs qui connaissaient un par un. Allez, alors là ça va être très important, on va voir. Le plan sympa, regardez, avec bien sûr les Suissesses, Mélanie Hanheim, entre autres, qui attend. Et oui, parce que quand on a fini sa course, on a les copains qui courent et donc le soutien, le suspense, l'adrénaline qui continue à être là. Bah, allez, cette fois-ci, on peut quasiment le dire, pour les Britanniques, c'est gagné. Alistair Brownlee n'a pas été repris, il rentre. Il va rentrer là dans moins de 100 mètres maintenant dans le parc à vélo. C'est surtout ici désormais qu'il va y avoir une lutte féroce pour le podium, pour la 2e place, pour la 3e place. Alistair Brownlee normalement ne devrait pas être revu en tête de course. Ah, même si et là on va sur la course individuelle il était un petit peu dans le dur, il l'a dit sur l'interview post-course. Et là il a fait l'effort en vélo tout seul. Il a fait l'effort tout seul, voyons maintenant c'est très court. Regardez, les autres sont même pas arrivés, il a quasiment 30 secondes d'avance. Tout à fait. Voilà, bon, c'est... Non, à 21 secondes. Voilà, 20 secondes sur 1500 mètres. L'horloge suisse, un petit peu de retard. C'est dingue. Pourtant nous sommes en Suisse. Regardez Vincent Davidos un petit peu distancé là sur cette transition. Oh là là, il perd 4-5 secondes déjà et David, allez, il y a une médaille mon garçon, allez chercher. Il était en meilleure position parce qu'il était un petit peu devant, mais oui, la transition est difficile. Où les jambes sont lourdes. Allez, alors c'est parti en tout cas pour Sven Riederer devant son public. Il est transcendé le Suisse. Stefan Justus en 3e position et David David, il ne faut pas perdre le contact, on le rappelle. Stefan Justus va devoir s'arrêter 15 secondes et donc ça peut être déterminant. Allez, mais est-ce que David le sait? Normalement Davidos le sait, on a dû lui dire, les entraîneurs ont dû lui dire. Oui, puisque c'est indiqué sur le tableau, il doit le savoir. Et donc il faut s'accrocher, il a fait une très belle course sur la course individuelle, il paye un petit peu ses efforts, c'est une possibilité. Allez, les Britanniques champions du monde, ça ne fait quasiment plus aucun doute. On va voir pour la 2e place. Pour l'instant, avantage suisse avec Sven Riederer. Stefan Justus en 3e position, le vice-champion du monde. Et donc, malheureusement, en 4e position, David. Allez, on va peut-être voir sur ce plan. Non, on ne le verra pas. Pourvu qu'il soit juste derrière. Il va y avoir ces 15 secondes d'arrêt pour l'Allemand. Finalement, vous disiez que c'était n'importe quoi, mais ça pourrait peut-être nous avantager. Oui, on peut voir ça comme ça. Maintenant, David serait exactement dans la même position, en 3e position, si Petzold avait fait son... Enfin, il y a des chances. Le scénario aurait peut-être été un petit peu différent, mais bon, voilà. Et finalement, c'est Petzold qui fait l'erreur, ça sera à lui de faire c'est simple. Et puis surtout, faire la pénalité. Surtout en fin de course. Et imaginez-vous un relais en athlétisme sur la piste où parce qu'il y a une pénalité, le gars est obligé d'arrêter, d'attendre que les autres passent et de repartir. C'est compliqué. Eh bien, nos Suisses, ils sont encore là pour l'instant, à la 2e position. Oh là là, David, il est loin. Riederer, sur ce type de course, est intouchable. Il est transcendé par le public, il a un mental énorme. Il est chez lui, il est à domicile. Ça va être difficile pour Justus, d'autant plus que le Bougre a une pénalité à effectuer. Alors voilà, là on va rentrer maintenant dans le moment très déterminant de cette course. Alors bien sûr, c'est gagné pour les Britanniques et finalement ce n'est pas une très grande surprise. Alistair Brownlee qui permet donc à la Grande-Bretagne de remporter son premier titre de champion du monde par équipe. Sven Riederer qui arrive, mais c'est derrière. Ah regardez, voilà. Et voilà. Stefan Justus est arrêté, c'est parti pour 15 secondes et on David, va pas voir. Où es-tu? Allez, pourvu que ce soit du bleu qui sort derrière. Voilà, 2e. Ah là, c'est terrible. Eh bien, c'est nous qui allons donc avoir la médaille en chocolat. Oh là là, mais il a vraiment explosé, Davidos. Regardez, il est même pas encore là. Ouais, il a dû certainement payer ses efforts. Complètement. Il y a de fortes chances, mais voilà, il a fait une très belle course la veille. On l'a vu, soleil, il faisait 30 degrés, les organismes épuisés certainement aussi. Et donc malheureusement, la France qui avait terminé 2e l'année dernière et qui sera donc 4e cette année, victoire des Britanniques. Ah, c'est vraiment une course fantastique et c'est vrai que c'est intéressant de courir par équipe.
Oui, avec courir avec ces gars-là, c'est vraiment toujours intéressant. Ils sont tellement forts. Ah, c'est vraiment une course très difficile, très rapide. Et tous les autres athlètes sont vraiment très forts. Et j'ai essayé de donner le relais le mieux possible. Et avec 2 médailles, vous avez fait vraiment un très beau week-end. Oui, effectivement. Et puis conclure ce week-end par la course par équipe, c'est vraiment super d'aller chercher ces médailles. Et donc le classement avec la Grande-Bretagne devant la Suisse, l'Allemagne et la France 4e. Par contre, il y a des écarts au-delà de la 4e place. Regardez, quasiment, quasiment 2 minutes. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, des points qui comptent également pour le classement individuel. Il y aura la dernière étape de ces séries mondiales qui déterminera le champion du monde. Ce sera à Pékin dans 2 semaines. Et donc, nous avons Alistair Brownlee qui prend la tête devant Javier Gomez et ses messieurs, et Len Jenkins avec la victoire de l'Angleterre qui devance désormais Barbara Riveros. Dans un mouchoir de poche, cela se tient, on va avoir des finales à Pékin qui vont être magnifiques. Merci. Ça va nous rappeler des choses, Jérémy, Pékin. Ça me rappelle des Jeux Olympiques, ça tient. Effectivement, les Jeux Olympiques, mais on n'en est pas encore là. Dans un an, on verra. Merci beaucoup Laurent, avec plaisir. A vécu une très belle course, 3 très belles courses, mais ce relais c'est vraiment très sympa. Prochain rendez-vous avec le triathlon sur Sport Plus, c'est lundi pour le Grand Prix à Tours. À très bientôt, bye bye. Bye bye.